DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Ekoki. Je reçois pour vous un avocat international qui s'appelle Maître Oscar Moubiaï. Avec lui, nous allons essayer d'analyser toutes les questions liées à la révision ou au changement de la Constitution. Question tabou, est-ce qu'il y en a? La sortie médiatique ou les sorties médiatiques du chef de l'État tant contestées. Une constitution des étrangers. Certains parlent du changement, les autres parlent de la révision. D'autres sont allés également plus loin pour dire que les changements n'est pas dans cette constitution. On ne peut que parler de la révision. Ok. En dehors de ça, on dit que le moment aussi n'est pas approprié puisque le pays est sous l'état de siège ou l'état d'urgence. Non, l'état de siège. L'état de siège est décrété dans deux provinces, dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Au-delà de ça, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Soyez ensemble avec nous puisqu'on dit que le chef de l'État change la constitution pour un quatrième mandat, ou troisième mandat plutôt. Il va s'éterniser au pouvoir. Est-ce que cette constitution va nous faire passer de la troisième à la quatrième république? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses. Les gens qui ont contribué à la rédaction de cette constitution se sont manifestés, ils ont parlé. Mais nous avons aussi un compatriote, ces derniers temps, il parle beaucoup. D'ailleurs, le samedi, il a tenu un point de presse que j'ai eu l'honneur de vous proposer le dimanche dans la deuxième partie de mon émission. Tango Ekoki, qu'on parle bien sûr avec lui de vive voix. Ok? Puisque là, j'avais utilisé sa vidéo. Maintenant, je suis avec lui sur le plateau. Non, il va essayer. Il y a qu'à répondre à ma question pour bombarder en Penza. Sans pitié. Maître Oscar Moubiaï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi d'être en face de vous. Merci. Maintenant. Le samedi, vous avez été dans un point de presse. Vous avez parlé, vous êtes déchaîné. J'aimerais un peu avoir le résumé de ce que vous avez parlé au grand public congolais. Comme vous le savez, depuis que le chef de l'État s'est prononcé dans son discours qui restera historique à Kisangani, où il a annoncé qu'il va mettre en place une commission pour pouvoir examiner cette constitution de la Troisième République pour savoir si on va soit la réviser, soit la changer. Le débat est donc lancé et donc on s'est approprié de ce débat pour éclairer notre opinion sur toutes les questions relatives à la révision ou au changement de la Constitution pour permettre qu'au moment venu, ce peuple souverain puisse opérer son choix, soit de la révision, soit du changement de la Constitution. Vous nous parlez d'un discours historique à Kisangani, mais un discours qui est qualifié de mensonger. Pourquoi? Puisqu'on dit à Kisangani, le chef a dit que il s'agit d'une constitution des étrangers, une constitution qui ne répond pas aux réalités de notre pays. Or, c'est une constitution qui a été écrite par certains de nos compatriotes qui ont bien sûr participé à sa rédaction, entre autres le professeur Mampouya, Bochab et les autres. Et pourquoi ne pas tout simplement parler d'autre chose qui continue à propager le mensonge du grand jour comme ça? Ben écoutez, le peuple jugera à chaque moment de la vie publique ou à chaque tournant essentiel de notre histoire. Vous avez les traîtres de la nation et vous avez les nationaux, les compatriotes et qui prônent, n'est-ce pas, le changement dans l'intérêt de la nation. Et donc les leaders sont souvent mal compris par leurs contemporains
Et l'histoire finit par leur donner raison. Donc, s'il faut répondre à votre question, dans quel camp on trouve le mensonge? Je crois que c'est dans le camp de ceux-là qui se bombent la torse et qui viennent dire que le chef de l'État a menti. Le chef de l'État n'a pas menti. Parce que d'abord, quand on dit que la conscience, c'est une conscience des étrangers, il faut bien décortiquer cela. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ce n'est pas parce que c'est la main congolaise qui la rédige. Mais si la main congolaise qui rédige est liquidée par le Rwanda, est une marionnette, si nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans la rébellion, qui ne répondent qu'aux ordres du Rwanda, est-ce que vous pensez que ces gens-là, bien qu'ils soient congolais, ils sont encore nos frères? La réponse est non. Donc, ce que l'on a retrouvé dans la rédaction de la Constitution, et même reconnaissent qu'il y avait aussi des étrangers. Alors, on peut se demander, dans l'élaboration de la Constitution, là où se traitent les questions de la nation, est-ce qu'on peut concevoir qu'on nous dise qu'il y avait des experts étrangers? Parce que ça, on a au moins reconnu. 60 ans après l'indépendance, c'est une honte, c'est l'insulte de dire que nous avons eu des gens que pour rédiger le procès que vous me citez. Est-ce qu'ils avaient besoin d'une expertise extérieure pour rédiger la Constitution qui est l'acte même fondateur de notre souveraineté, de notre nation? Est-ce que la France peut, moi je suis avocat en France, est-ce que la France peut m'inviter en tant que Congolais pour venir les aider à rédiger leur propre Constitution? Je crois que c'est de l'insulte, c'est de la honte. Voilà, donc cette Constitution, le chef de l'État était plus que clair. Elle est l'œuvre de l'étranger dans son esprit. Elle est aussi également l'œuvre de l'étranger par le fait qu'il y a eu, si pas tous, il y a eu des étrangers qui ont rédigé la Constitution. Et si même on prend un seul d'entre eux, qui est le professeur qu'on dit... Bob Kabamba. Bon, voilà. Mais il est belge. Oui, Bob est belge. Alors, le fait d'être d'origine congolaise, ça ne veut rien dire. Après, on va vous dire, mais vous avez beaucoup de gens qui sont au Parlement, qui sont eux-mêmes étrangers. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Soit on préfère respecter la Constitution. Si on respecte la Constitution, vous avez beau être d'origine congolaise, mais tant qu'on n'a pas changé la Constitution, vous restez étranger si vous avez changé la nationalité, parce que la nationalité congolaise est une exclusive. Maintenant, tout le monde veut que les Congolais ne puissent pas perdre leur nationalité d'origine. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réviser la Constitution. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, s'il y a mensonge, ce n'est pas du côté du chef de l'État, mais c'est du côté des gens de mauvaise foi, soit nos professeurs qui manquent l'intégrité morale. Parce que vous savez, quand on dit un professeur, on est scientifique. Malheureusement, au Congo, les scientifiques ont déserté la recherche pour se retrouver en politique. Et donc, il manque parfois d'intégrité morale. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, nous pensons que ceux qui disent que le chef d'État a menti comme politicien, ce sont, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre, ce sont des politiciens en sultan, en robe. En robe et d'autres en costume. En costume, merci. J'ai deux questions. La première, Bob Kabamba dit, oui, certes, cette constitution a des modalités pour la réviser, a prévu elle-même des modalités au sujet de sa révision et non au sujet de son changement. Donc, le chef nous parle du changement ou de la révision. Bob Kabamba ajoute encore en disant que réviser la constitution, c'est constitutionnel. Mais changer la constitution, c'est un coup d'État. Comment est-ce que je vais opérer un coup d'État sur une constitution qui consacre même son pouvoir, puisqu'il a prêté serment en disant que moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je jure que Nakoto sa constitution ouille. Comment vous nous expliquez ça? C'est une question qui a trois sous-questions.
J'ai bien compris votre question. Merci beaucoup. Et les 3 sous-questions très pertinentes. Et Merci. vous avez d'ailleurs résumé les débats et ça permet vraiment d'être trop pratique et d'éclairer notre opinion au lieu d'être dans les grandes théories académiques. Allez-y. Alors, déjà, il faut noter que on comprend le professeur que vous me citez. Malheureusement, dans le mental décolonisé, comme il parle de Liège, d'ici, on le voit, le grand professeur. Bon, on n'a pas de problème par rapport à son statut de professeur. Mais simplement, en science, il faut reconnaître ses limites. Bobo Kabamba, que vous me citez pour ne pas le citer, c'est un politologue ou un sociologue. Il n'est pas juriste. Et donc, l'approche d'un politologue ou d'un sociologue est totalement différente d'un juriste. Le juriste a une approche normative, alors qu'un sociologue, il a une approche sociologique. Et donc, on ne parle pas de la même chose. Quand on vous dit que, et j'entends ça dans beaucoup de professeurs congolais, qui disent que le mot changement n'est pas dans la Constitution. Mais oui, ils ont raison. Mais sauf que, là où ils n'ont pas raison, c'est que le mot changement ne peut pas figurer dans une Constitution. Parce qu'à la base, une Constitution est faite pour perdurer. Une Constitution n'est pas faite pour être changée. Elle est faite pour perdurer. Mais maintenant, il peut arriver que les réalités puissent entraîner que cette Constitution soit changée. Changer la Constitution, c'est quoi? C'est la jeter carrément, pour être beaucoup brutal. Ça voudrait dire que nous sommes en 3e République. Nous estimons que la Constitution de la 3e République ne correspond plus aux réalités de la société, aux réalités de notre temps. Je vous donne l'exemple. Cette Constitution, quand le chef de l'État dit que c'est une constitution des étrangers, parce qu'en fait, c'est quoi la Constitution? Général de Gaulle définissait la Constitution comme étant un esprit. Quand le chef de l'État dit que ce n'est pas notre Constitution, c'est parce que cette Constitution ne reflète pas notre esprit. Et quand on dit qu'il faut qu'on l'adapte aux réalités du temps, cette Constitution est née de la suite de l'arrivée de l'AFDEL. Alors, ça voudrait dire que c'est une Constitution qui a été mise en place par les belligérants et depuis que l'AFDEL est entrée, depuis 1997, c'est une Constitution conjoncturelle. Et ça, eux-mêmes, ils les reconnaissent que c'est une Constitution qui est née de la guerre. Alors, depuis maintenant que l'AFDEL est entrée dans ce pays, encore faudra-t-il dire que Mosé Laurent Désiré Kabila lui-même, qui avait amené les gens de l'AFDEL ou qui a créé l'AFDEL, a estimé que c'était des aventuriers. Alors, voilà une constitution des aventuriers qui nous a... Conglomérat des aventuriers. Est-ce que nous devons maintenant, 18 ans après, continuer à être dirigés par une constitution élaborée par les aventuriers? La réponse est non. À partir de là, qu'est-ce que l'on fait? On élabore une nouvelle autre. Et quand la constitution change, nécessairement, la République aussi change. Quand vous avez eu la première République avec la loi fondamentale, avec le coup d'État de Mobutu, on a quitté la première République à la deuxième. Parce que là, on a rédigé une nouvelle constitution. De la deuxième République, il y a eu les conglomérats d'aventuriers avec l'AFDEL et dont la continuité a été finalement cette constitution du 18 février 2006. Donc, la troisième République. Mais la troisième République est née de quoi? De ce qu'on a appelé à tort révolution. Mais en réalité, avec ce que nous vivons aujourd'hui, tout notre malheur vient de la guerre de l'agression qui a commencé avec l'AFDEL. Alors, ils ont chassé Mobutu, ils ont renversé la deuxième République, on est entré dans la troisième République. Et maintenant, nous voulons sortir de la troisième République pour entrer dans la quatrième. Et vous comprenez que chaque fois qu'il y a un changement de la Constitution, cela entraîne nécessairement le changement de la République. Donc, maintenant, une fois que l'on a dit ça, vous avez compris que changer la Constitution, c'est mettre en place un nouvel ordre politique. Mais le nouvel ordre politique ne peut pas procéder
de l'ancienne Constitution. Mais en revanche, la révision de la Constitution, qui est, elle, prévue, procède de la Constitution en vigueur. Parce que réviser la Constitution n'est que quand vous avez une maison, vous modifiez les murs, la toiture, vous ne touchez pas à la fondation. La fondation, c'est ce que l'on appelle l'article 220. On n'y touche pas, bien qu'on y a touché avec la révision de 2011. Et là, le politicien en robe et en costume n'ont pas tous ces mots, alors qu'en 2011, on avait touché à la Constitution par une révision totalement anticonstitutionnelle. Je pourrais vous le démontrer, mais l'idée est que de dire la révision, on garde la même Constitution, on change quelques dispositions. Mais il ne faut pas se fier aux mots, parce qu'on peut bouger un seul article, mais le seul article que l'on bouge bouleverse toute la Constitution. Là, on n'est plus dans la révision, on est dans le changement parce que l'esprit a changé. Mais quand on ne change pas l'esprit, on garde le même esprit. En ce moment-là, donc, quand on ne touche pas aux valeurs fondamentales, parce que la conscience, c'est quoi? C'est ce qui nous unit. Quand on ne touche pas aux valeurs fondamentales, on révise. Mais quand on touche aux valeurs fondamentales, on change. Donc la révision est prévue par la Constitution, oui, mais le changement ne l'est pas. Parce que la Constitution ne peut pas prévoir son propre changement, ou autrement dit, la Constitution ne peut pas préparer son propre cercueil. Merci. Et si je comprends bien, là nous sommes dans l'impasse de nous trouver une nouvelle constitution, où le président va faire le passage en force. Non, mais pas du tout. Parce que, voilà, il faut une ingénierie. La question est trop technique et malheureusement, ceux qui s'en emparent ou ceux qui ont les moyens d'être mis en lumière, de se dire experts, malheureusement ne le sont pas. Parce qu'ils viennent vous dire quoi? Ils viennent vous dire que pour qu'on change une constitution, il faut des circonstances particulières. Coup d'État ou une révolution. Oui, on nous dit nous sommes pendant l'état de siège, je ne peux pas changer ou modifier la constitution. Le moment n'est pas favorable. Non, on ne peut pas changer, mais réviser. Ah, réviser la constitution. Bon, mais d'accord. Mais nous parlons du changement. Nous ne parlons pas de la révision. Mais même pour la révision, je vais démontrer qu'on peut réviser. Mais parlons d'abord de ce que l'on dit, que pour changer, il faut un coup d'État ou une révolution. Très bien. Bon, nous avons connu le coup d'État avec Mobutu, je vous l'ai dit. Oui. Et nous avons connu, entre guillemets, ce qu'on appelle une révolution avec l'AFDEL, ce qui a entraîné notre malheur jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, là, les deux modes, ce sont les modes violents. Mais il y a aussi les modes non violents. C'est lequel? Les modes non violents, c'est ce que prône le président de la République. Ça voudrait dire qu'on peut changer sans qu'il y ait un coup d'État, parce que le changement de la Constitution, c'est quoi? C'est une réforme. Et quand on a élu un chef de l'État, comme on a élu le président de la République, Tshisekedi, avec beaucoup plus de légitimité, quand on a une grande légitimité, on est mieux placé pour engager de grandes réformes. On ne peut pas être un pays où on ne réforme pas. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour des générations futures. Par rapport à ça, il y a Condorcet, un grand auteur, qui disait « Aucune génération n'a le pouvoir d'assujettir des nouvelles générations à ses lois. » Donc, dire qu'on ne peut pas changer la Constitution, c'est comme 30 ans après, nos enfants qui vont venir, vous allez leur dire « Ne bougez pas cette Constitution », c'est un non-sens. Alors, à partir de là, ce n'est pas même scientifiquement démontré. Alors, je vous démontre maintenant. Chaque nation qui a évolué a eu ses grands hommes. Quand vous prenez la France, a eu son grand homme qui est général de Gaulle. Qui a fait quoi? Qui a fait partir la France de la 4e à la 5e République. Est-ce qu'en France, il y a eu la guerre? La réponse, non. On pourra dire qu'il y avait les événements de troubles de l'Algérie, la guerre de l'Algérie. Et vous savez que pendant ce temps-là,
l'Algérie était une colonie française, donc l'Algérie était considérée comme étant la France et une partie de l'Algérie et de la France qui est l'Algérie est en guerre. Mais nous pouvons aussi dire qu'une partie du Congo, comme l'Est, est en guerre. Vous comprenez? Oui. Ça peut entraîner qu'on réfléchisse à adapter notre constitution. Donc, avec le général de Gaulle, il n'y a pas eu guerre. Vous prenez la Belgique. Quand il a fallu quitter de l'État unitaire à l'État fédéral, il y a eu changement de la constitution en Belgique, il n'y a pas eu la guerre. Parce que pour la France, on peut nous dire qu'il y avait la guerre de l'Algérie, mais la Belgique n'avait pas connu de guerre. La Finlande n'avait pas connu la guerre. Et là, aujourd'hui, la France elle-même est en train de vouloir sortir de la 5e République pour la 6e République. Il n'y aura pas de guerre. Et donc, la France a eu son grand homme, qui est général de Gaulle, et le Congo a son grand homme aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est M. Tshisekedi. Donc, l'appartenance à la nation ne pose aucun problème. Parce que nous avons eu des difficultés dans ce pays avec des nationalités douteuses. Mais aujourd'hui, on a repris notre souveraineté nationale, Yabana Mboka. Et donc, à partir de là, nous devons éclairer toutes les dispositions floues et prendre une constitution qui est Yabana Mboka et sortir du système d'ailleurs qui incarne cette constitution qui est le système rwandais. Très bien. En un mot, si le président Tshisekedi arrivait à faire changer cette constitution, il n'a pas opéré un coup d'État constitutionnel, son pouvoir ne perdra pas sa légitimité. Non, pas du tout. Parce que nous vous démontrons. Alors la difficulté que nos gens qui s'autoproclament constitutionnalistes, leur difficulté c'est de vous dire, de lire la Constitution comme on prend la Bible et chacun l'interprète à sa façon en lisant de manière littérale chaque verset. Au fait, quand on vous dit que ça sera difficile, on vous renvoie à l'article, parce que à l'article 219, qui vous dit toute révision, la révision est permise. Mais cette révision est limitée. Ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que quand la Constitution est élaborée, le premier pouvoir, il faut distinguer deux pouvoirs. Vous avez le premier pouvoir qui est le peuple souverain, qui élabore la Constitution. Ce pouvoir, on l'appelle pouvoir originaire. Très bien. Ce pouvoir-là, dit parce que il ne faut pas demander. C'est comme Kofi demande, classe. Parce que, vous comprenez, le pouvoir, la Constitution, en droit, on dit, les faits précèdent les droits. Donc là, il faut toujours qu'il y ait un pouvoir qui s'impose et qui élabore la Constitution. Et le pouvoir qui élabore la Constitution ne procède pas du droit. C'est un fait politique. C'est comme quand l'AFDEL arrive, il impose son droit. Il ne trouve pas un autre droit. Bon, maintenant, ce pouvoir-là, on l'appelle pouvoir originaire, pouvoir constituant originaire, qui met en place la Constitution. Et puis, vous avez un autre pouvoir. Ce pouvoir-là, on dit, il est illimité. Parce que c'est le peuple lui-même. Personne ne peut limiter le peuple. Le peuple est souverain. Et vous avez maintenant le pouvoir dit dérivé qui est lui limité. Son rôle, c'est de réviser. Et quand il révise, il a des limites. C'est comme quand vous réparez, on dit, vous ne touchez pas à la fondation. C'est le pouvoir-là qu'on appelle le pouvoir de révision. Maintenant, ce pouvoir-là de révision, la révision s'est faite conformément à l'article 218. Or, ici, pour le changement de la Constitution, on ne s'appuie pas sur l'article 218. Tout le monde est en train de lire l'article 218 qui dit on ne peut pas réviser pendant le temps de siège. Ça, c'est 218. Mais, moi, je propose le changement de la Constitution en me fondant sur l'article 5 de la Constitution. Vous avez la Constitution là-bas. Que dit l'article 5? La souveraineté nationale appartient au peuple. On peut s'arrêter là. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est quoi la souveraineté nationale? Pourquoi on dit au peuple? Ça veut dire que c'est le peuple qui est le titulaire du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ça la souveraineté. Et vous pouvez continuer, qui peut l'exercer, soit par voie de référendum. Tout pouvoir émane du peuple
qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Voilà. Donc, par voie d'élection, ça voudrait dire que le peuple délègue son pouvoir à ses représentants qu'on appelle les députés ou que l'on appelle le président de la République. C'est pour ça qu'il y a élection, pour que le peuple puisse se faire représenter dans l'exercice du pouvoir par les gens qu'il a élus. Mais le peuple peut dire, j'exerce moi-même mon pouvoir sans les déléguer par référendum. C'est ça ce que vous venez de dire. Donc pour changer la constitution, c'est le peuple lui-même qui change sa constitution parce qu'il en a décidé par voie de référendum. Et le peuple n'a pas de limites. Vous comprenez la différence? Avec la révision, il y a des limites. C'est l'article 218. On ne peut pas réviser quand on est dans un état de siège. Mais à l'article 5, il n'y a aucune limite. Et donc, les changements reposent sur l'article 5 et non pas sur l'article 218. Waouh! Et on peut changer, comme le président de la République. Déjà, il faut dire que le président de la République n'a pas dit qu'on va changer. Non. Le président de la République a dit, je vais réunir une commission. Nous pensons qu'on puisse dire, bon, on verra, mais si on réfléchit au mieux, nous proposons au président de mettre en place une équipe ou un comité. Parce qu'une commission va nécessiter que le président prenne une ordonnance pour mettre en place cette commission. Mais le président lance une idée et cette idée de président doit être encadrée par les experts pour la traduire en réalité. Parce que le président, en tant que leader, indique le cap. Donc, cette commission-là, après avoir examiné rigoureusement et sérieusement la Constitution, va pouvoir dire qu'il faut soit la réviser, soit la changer. Et voilà, à ce moment-là, le peuple lèvera les options. Très bien. Mais dire qu'on ne peut pas changer ou qu'on ne peut pas réviser, dire que le mot changement n'est pas écrit dans la Constitution, ce qui est un non-sens. J'ai entendu un des grands leaders, mais qui n'a pas de député ni de parti politique en Belgique, qui continue à dire qu'il est président élu. Je l'ai entendu dire que le mot changement n'est pas dans la Constitution. Mais le mot changement ne peut pas figurer dans la Constitution. C'est comme vous arrivez au paradis, vous dites, mais ici, il n'y a pas Satan. Au paradis, il n'y a pas de Satan. Très bien. Donc, à ce moment-là, on l'a mal conseillé et c'est dommage que quand on est un grand opposant appelé à être dirigeant demain par alternative, s'il y en a, c'est dommage qu'on ne soit pas bien encadré déjà quand on est dans l'opposition. Mais si on passe au pouvoir, ce sera catastrophique parce que si on se trompe déjà quand on est dans l'opposition au pouvoir, on va commettre beaucoup plus de dégâts. Donc, les termes, nous répétons, les termes changement ne peuvent pas être dans la Constitution. Par contre, les termes révision, oui. Alors, deuxième chose, pour qu'on soit clair, quand l'on dit que le changement ne peut pas se faire, sauf en cas de coup d'État, nous avons démontré que scientifiquement, cela est également faux. Très important. Je vous vois soutenir des idées. Le problème dans notre pays, certains hommes de Dieu ou politiques disent que ce n'est pas le problème des textes, mais c'est plutôt le problème d'hommes. Les hommes en RDC ne sont pas compétents, animés de mauvaise foi, ils préfèrent s'éterniser au pouvoir. Bref, le président Tshisekedi a voulu nous lancer dans cette démarche pour étaler bien sûr le tapis rouge aux incompétents. Non, pas étaler le tapis rouge, rouler le tapis rouge pour les incompétents. Il roule le tapis rouge pour son troisième mandat. Bon, alors, commençons d'abord par cette suspicion que l'on prête, les intentions qu'on prête au chef de l'État. Bon, il est un homme, à supposer que cela soit le cas. Ok? Oui. Quand nul n'est éternel,
Bien sûr. S'il met en place les mécanismes pour l'intérêt de la nation et que pas possible, ces mécanismes-là lui profitent pour un 3e mandat, mais il va partir parce qu'il n'est pas éternel. À partir du moment que ces mécanismes-là sont bons pour l'avenir de nos enfants, ils vont en bénéficier. Donc vous ne pouvez pas bloquer le pays aujourd'hui sur base d'une suspicion. Le général de Gaulle a mis en place la constitution de la 5e République, que l'on dit d'ailleurs taillée sur sa mesure, comme la constitution de la 3e République a été taillée sur mesure de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas là. Je vous démontre que c'est une constitution taillée sur mesure de Kabila. Quand vous prenez l'âge, c'est parce que Kabila était jeune, avait 9 ans, il est devenu président. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas dire que pour être président, il faut avoir 40 ans par exemple. L'âge qu'on aime en Afrique, parce qu'on considère que c'est l'âge de la sagesse. Si on n'a pas mis, on a mis cet âge-là, c'était par rapport à Kabila. Quand vous prenez qu'on n'a pas imposé des conditions de diplôme, c'était par rapport à Kabila. En ce moment-là, il n'en justifiait pas. Donc, ça veut dire que c'est une constitution qui a été taillée sur mesure. Si on a dit qu'on puisse quitter de 2 tours à 1 tour, c'était craignant qu'il puisse perdre les élections. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de choses. Alors, maintenant, quand Général de Gaulle a mis cette constitution de la 5e République, on disait qu'il était taillé sur mesure. Les temps qui suivaient, il a démissionné parce qu'il a été désavoué au référendum. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui bloquer la constitution par suspicion pour dire que le président va s'aimer. Mais si, allez, choquons un peu les gens. Si le peuple, aujourd'hui, par référendum, décide de changer pour dire le président doit continuer, on va dire qu'il va s'éterniser. Mais aujourd'hui, je vous demande, nous assistons à quoi? Les Occidentaux nous ont dit que les Africains étaient des dictateurs, des Kadhafi, des Mobutu et consorts. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que si des Mobutu, des Saddam Hussein, des Kadhafi vivaient, leur peuple allait les réélire en les acclamant. Si Mobutu était de la preuve, les gens ont encore le drapeau de Mobutu. Voyez-vous? Donc, très bien. Cela ne semble pas être convaincant et être un argument scientifique. C'est un argument de peur. La peur peut être légitime, mais je dis aux Congolais, n'ayez pas peur, comme le pape le disait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'aimerais bien vous poser une question. Une nouvelle constitution, ok. Nous avons un système politique qu'on appelle le système du semi-présidentiel. Et le système, il y a le régime présidentiel. Le régime semi-présidentiel, le président partage presque tout son pouvoir. Il n'a pas la plénitude de pouvoir. Puisqu'avant d'agir, même en cas de déclarer la guerre, il doit consulter aussi l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Il n'agit pas seul dans ce régime semi-présidentiel, pendant des moments difficiles, les moments qu'on doit engager aussi la nation. Le chef n'agit pas seul. Le régime présidentiel. Bref, en voulant changer cette constitution, vous voulez nous faire partir du régime semi-présidentiel au régime présidentiel pour instaurer la dictature comme ce fut le cas de Mobutu ou comment? Très bien, vous êtes très intelligent et... Merci beaucoup. Je suis fasciné d'être en face de vous parce que vous nous permettez, par vos questions très pertinentes, c'est votre rôle en tant que journaliste, c'est de poser des questions pertinentes. Merci. Mais avant de répondre directement à cette question-là, je réponds à celle qui est restée en chantier. Vous avez dit que ce sont les textes qui sont... Les textes sont bons, mais ce sont les hommes qui sont incompétents. Ou mauvais. Ouais. Et puis on vous dit, qu'est-ce que le changement de constitution a à voir avec la vie des Congolais. La vie des Congolais. Bon, on manque de l'eau, on manque du courant. Ben, on ne construit pas de route. C'est ce que les gens disent. Qu'est-ce que la décolonisation avait à voir avec la vie des Congolais qui étaient colonisés par les Belges? Parce que toutes les routes que nous avons ici, c'est les Belges qui les ont construites en 80%. Toutes les écoles que nous avons, ce sont les Belges. Tous les systèmes que nous avons au Congo, c'est les Belges. Alors pourquoi nous avons chassé les Belges? Si ce n'était que pour en manger. Parce que nos parents nous disent aujourd'hui, du temps des Belges, on était bien payé en temps, en l'heure, on mangeait bien. Et pourquoi on les a chassés?
pourquoi aujourd'hui la France veut quitter de la 5e pour la 6e République. Vous pensez qu'en France, s'il y a des pays qui ont déjà oublié la faim, ce sont des pays occidentaux. Là, ils ont déjà chassé la faim. Ah, chasser la faim. Alors, mais pourquoi ils demandent? Vous avez vu les gilets jaunes. Ouais. Pourquoi ils veulent aujourd'hui quitter? Donc, ça, c'est pas un problème de faim. Et la Constitution a un problème directement lié à l'économie. Parce que pour que vous puissiez manger, il faut que l'économie marche bien. Ouais. Bon, mais comment l'économie va marcher bien quand vous avez des institutions budgétivores qui ne produisent rien? Vous avez les CNSA de M. Oulengakoy qui était là pour accompagner les dialogues. Le dialogue est fini. Pourquoi les CNSA continuent à exister? Vous avez ce qu'on appelle la commission économique et sociale. D'ailleurs, la Constitution a oublié. Ailleurs, on dit commission économique, sociale et environnementale. Parce que l'environnement, c'est la question du moment. Nous devons respirer un bel air. Là-bas, dans cette Constitution, on a oublié l'environnement. S'il faut réviser ou changer aujourd'hui, on mettra l'environnement dans la Constitution. Alors, ces institutions budgétivores captent les budgets de l'État parce que là, on est passé à 18 milliards dans le budget. Mais si ces institutions budgétivores et inutiles viennent encore crever les budgets de l'État, ça entraîne qu'on ait des problèmes. Si vous avez l'instabilité institutionnelle, regardez les provinces, ça ne fonctionne pas. Matin, midi, soir, motion de censure, ça ne fonctionne pas. Et nous sommes dans un état dit décentralisé. Quand vous prenez la route de Matadi pour quitter Kinshasa vers Matadi, si vous trouvez le trou à l'Ipène, vous dites ah Tshisekedi, Tshisekedi Abongisanzela te. Alors, qui est le responsable Yakobongisanzela quand on est à Kinshasa? C'est le gouvernement central ou alors la ville-province de Kinshasa. Quand on entre à Kasangulu, dans la décentralisation, vous trouvez le trou à Tshisekedi. Mais le trou à Kasangulu, au Bas-Congo, ce n'est pas un problème de Tshisekedi, c'est un problème du gouverneur de Bas-Congo ou bien le bourgmestre de Kasangulu. Vous comprenez que la décentralisation, où on dit qu'il y a ce que vous appelez partage de pouvoir, ce n'est pas déjà bien compris par nos réalités. Et enfin, vous dites les textes sont bons. Alors, je vais vous démontrer rapidement que les textes sont mauvais. Vous prenez l'article 163 de notre Constitution. Merci. Là, maintenant, Tobandi Botangi, il y a la Constitution de Royoka Makamoko Bima. Article 163. L'article 163, je vous donne lecture. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre. On s'arrête là. La Cour constitutionnelle est la juridiction. Et le juge du Premier ministre, pour qu'on nous comprenne. D'abord on dit juridiction, mais c'est le juge du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Nous avons eu un Premier ministre dans ce pays qui est poursuivi, qui est présumé d'avoir détourné l'argent avec la fameuse affaire Okangalonzo. 208 millions. Voilà. Si un voleur de la République, ou alors un présumé voleur de la République, qui doit être poursuivi, mais dont les avocats et la Cour elle-même, se basant sur cette disposition, vous dit je suis incompétent. Et la Cour constitutionnelle l'a dit dans ce pays. Parce qu'on a dit un ancien Premier ministre ne peut pas être poursuivi. Et nous avons eu la Cour, la haute Cour, les dire dans ce pays. Mais où est-ce? Ça, c'est le texte, ce n'est plus un problème d'homme. Peut-être parfois, les pauvres anciens présidents de la Cour constitutionnelle, peut-être on a dit, mais il est corrompu, incompétent et consort. Peut-être il pourra vous dire, je n'ai appliqué que ce texte-là qui dit que les juges, c'est les juges du Premier ministre, et on va plus loin, à l'article 167, on dit, s'il est condamné, on doit les destituer, on doit les décharger de ses fonctions. Mais quelqu'un qui n'est plus en fonction, vous avez entendu les avocats le dire. Mais sauf qu'il faut tout de suite dire qu'ils étaient de mauvaise foi
parce que les lois peuvent être imparfaites, mais l'homme qui doit être intelligent peut ramener à donner à la loi son bon sens. Mais il ne faut pas que nous ayons déjà des lois qui soient imparfaites. Je vous donne l'exemple. Bon, j'aimerais bien toujours dire France, France, parce que tout le monde ici aime dire comme en France, alors qu'ils n'ont pas travaillé en France. Et voilà, moi j'y travaille. Parfois ça me choque d'entendre ici France, France. Bon, alors que nous pouvons nous référer à nos réalités. Bon, comme ceux qui nous disent ça, allons-y. Il y a une loi sur chemin de fer que si on interprétait cette loi-là, on allait comprendre qu'on ne peut descendre du train que quand il est en marche. Mais si vous descendez du train pendant qu'il est en marche, vous allez mourir. Finalement, les juges ont dit non. Les juges avaient mal, les législateurs avaient mal rédigé. En réalité, ils voulaient dire qu'on descend du train quand on est dans la gare. Donc je crois que c'est ce que le premier ancien président de la Cour constitutionnelle aurait dû, malgré l'imperfection des textes, aurait dû en donner le vrai sens, comme l'a fait l'actuel président de la Cour constitutionnelle, M. Kamouleta, que nous ne cesserons jamais d'acclamer de nos deux mains, qui est venu dire que c'était choquant de constater que dans un pays, qu'un premier ministre soit sans juge, et ça avait choqué le monde entier. Heureusement qu'il y a eu maintenant un retour du procès de cet ancien premier ministre. J'apprends que ce procès reprendra d'ici là. Voilà, là c'est l'imperfection des textes. Je peux vous envoyer encore, on se limitera peut-être là. Vous prenez l'article 119 de notre Constitution. Quand il y a eu Covid, comme dans tous les pays du monde, le président de la République a déclaré l'état d'urgence. L'article 119. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. 1, 2. Allez-y au 2. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Très bien. Quand vous prenez cet article 119, quand vous ne le lisez pas comme un bon juriste, vous allez dire comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Tamou-Mamba, est venu dire que le président de la République avait violé la Constitution. Parce que là-bas, 119.2 dit qu'il faut les deux chambres réunies en congrès pour donner l'autorisation. Mais quand vous allez plus loin à l'article 144, vous allez remarquer que on ne parle pas de la... Article 144. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. Ce qu'il avait fait, et une fois qu'il a déclaré, les deux chambres, si vous continuez, c'est dit là-bas. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. On s'arrête là, se réunissent le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent. On n'a pas dit en congrès. Parce que chaque fois que le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent en congrès, on le dit expressément. Oui. Là, ce n'est pas dit. Vous comprenez? Donc, on en déduit que le président de la République, contrairement à ce que l'ancien président de l'Assemblée nationale, parce qu'il était peut-être inspiré de la politique politicienne, étant donné que le président de la République n'était pas de son bord politique, il fallait passer à la télé pour, comme on est en train de le faire aujourd'hui, accuser le président de la République de trahison, ainsi de suite. Alors que les textes, le président de la République les avait très bien appliqués. Et donc, vous voyez que là, c'est la faiblesse des textes et non pas la faiblesse d'hommes. Donc, les textes sont mal rédigés. Je vous en ai donné l'exemple. Donc, par rapport à tous ces exemples-là n'entraînent pas le changement de la Constitution. Ça entraîne la révision parce qu'on peut faire les toilettages. Mais ce qui entraîne le changement de la Constitution, c'est parce que, vous m'avez posé maintenant la pertinente question, les régimes semi-présidentiels, c'est un régime qui s'est révélé conflictuel. Dans notre pays, nous avons connu les divorces FCC cash. Pourquoi? Parce que l'article 78 vous dit, le président de la République nomme, le Premier ministre, et met fin à ses fonctions sur
sa démission. Et s'il refuse de démissionner, comme l'OIL comme l'avait fait. Alors là, ça devient compliqué et sérieux. Là, nous sommes plongés dans la crise. Nous entrons dans la crise. Vous allez à l'article 91 de notre Constitution. 91. Oui. Article 91 de la Constitution. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. On s'arrête là. Le président, le gouvernement définit avec le président de la République en concertation la politique de la nation. Si maintenant nous avons les FCC, demain si nous avons les camps des opposants en costume et en robe qui gagnent les élections, ils ont la majorité au sein de l'Assemblée nationale. La loi de la Constitution veut que le Premier ministre soit issu de la majorité. Donc ils auront un Premier ministre, ils auront le gouvernement. Et le président de la République a gagné les élections, il est de Union sacrée. Ils doivent maintenant définir la politique de la nation. Et ils ne se mettent pas d'accord sur la politique de la nation. Le président de l'Union sacrée va dire le peuple d'abord. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous ayons des entreprises qui appartiennent à l'État pour donner les moyens au peuple. Et ils vont venir avec la politique de Louis Michel. Il faut tout libéraliser. Vendre la Gécamine, l'Amiba. Est-ce qu'on va se mettre d'accord? Non. On ne se met pas d'accord. Si on ne se met pas d'accord, il y a quoi? Il y a crise. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? La Constitution ne prévoit pas. La Constitution prévoit seulement qu'il va se concerter. Mais en concertation, s'ils ne se mettent pas d'accord. Crise. Et conséquence, ce régime dit semi-présidentiel, nous l'avons copié. Pas même imité, copié. Contrairement à ce que certains professeurs vont venir vous dire, que la Constitution congolaise n'est pas la petite sœur de la Constitution française. Non, c'est du copier-coller. Je peux vous dire, voilà, tel article, vous prenez l'article 5 de la Constitution, c'est copier-coller. Prenons le cas de l'article 16 que vous venez de lire. L'article 85 de la Constitution pour l'état d'urgence. C'est le copier-coller de l'article 16 de la Constitution française. Vous comprenez? Quand vous prenez l'article 200, comment on appelle, 298, 298 de notre Constitution, c'est copier-coller de l'article 89 de la France. Copier-coller. Virgule, point, tout ça, ils ont copié. Alors, quand vous prenez les cas où on dit que le peuple peut par une fraction le pouvoir de la pétition avec 100 000 signatures. Ça, c'est copié pour la Suisse, parce qu'en Suisse, c'est un petit pays. Pour faire 100 000 personnes, c'est beaucoup de gens en Suisse, quand vous dites 100 000 personnes. Mais au Congo, il suffit que Stéphane sorte d'ici, il a 100 000 personnes. Il servait le matin avec ce qu'il a comme... Nous sommes quand même dans une ville qui... Il y a presque plus de 11 millions d'habitants, 12 millions plutôt, 12 à 15 millions. Vous-même, vous pouvez faire 100 000 personnes facilement, n'est-ce pas? Mais j'ai plus de 205 000 Congolais qui suivent sur Tango Koki. Bon, très bien. Mais pourquoi on a dit qu'il faut 100 000? Parce que 100 000, c'est beaucoup. C'est pour stabiliser la Constitution. Vous devez renforcer la majorité afin que les gens ne se réveillent pas du jour au lendemain. Enfin, ne se réveillent pas du jour au lendemain pour dire nous révisons. C'est pour ça qu'il fallait renforcer. Mais eux, au lieu de dire 1 million de personnes, comme au Congo, nous sommes nombreux, ils ont copié comme la Suisse, ils ont mis les mêmes chiffres, 100 000 personnes. Très bien. Donc, là, c'est pour vous dire que on a copié-collé, tout ça, ça ne marche pas. Mais la vraie question pour le changement, c'est que c'est l'ordre constitutionnel qui n'est pas le nôtre, qui est de l'étranger, que nous ne devons pas maintenir pour l'intérêt de nos enfants. 2. Quand on change l'ordre constitutionnel, on change nécessairement la Constitution. Le régime politique ne nous convient plus parce qu'en France, même où on l'a imité, ça pose problème et je viens de vous démontrer les difficultés de ce régime semi-présidentiel avec des conflits FCC cash, par exemple, avec l'instabilité, avec les institutions provinciales. Et même encore, on nous a pondu un monstre en nous disant
que nous sommes un État décentralisé. Mais en même temps, on a accordé au président de la République le pouvoir de révoquer un gouverneur. Comment on peut révoquer un gouverneur élu par le peuple? Comment un individu peut révoquer celui qui a été élu par le peuple? Est-ce que le président de la République, ils disent que non, on risque de faire des Tshisekedi dictateurs. Mais si cette constitution fait des Tshisekedi dictateurs, sans qu'il ait, heureusement qu'il est un bon démocrate, parce que cette constitution lui donne le pouvoir de remettre en cause la volonté du peuple. Voilà que nous, au Kasaï, nous avons voulu que M. Stéphane soit notre gouverneur. Mais comme Stéphane, sa tête ne plaît pas à M. Tshisekedi, il va le révoquer. Et sommes-nous encore en décentralisation? Là, ça devient compliqué. La réponse est non. Donc, quand on change la forme de l'État, nous avons une constitution qui ne définit pas la forme de l'État. Quand vous prenez l'article 1er, là, dès le début, l'article 3, les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. L'article qui dit, l'article, c'est le premier article. L'État congolais est un État. Ah, là, ça, je n'ai pas. Vous n'avez pas. Les limites des provinces et celles des villes. Non, c'est au début là, parce que vous avez perdu une page. Donc, on dit tout simplement que l'État congolais est un État uni. Donc, notre forme de l'État n'est pas prévue dans la Constitution. Uni, c'est quoi? Il n'y a aucune forme de l'État au monde qu'on appelle forme unie. Ils vont vous dire que nous ne nous sommes pas prononcés parce qu'il fallait trouver le compromis entre les fédéralistes et les unitaristes. On va vous dire Kabou et Lumuna étaient comme ça, et Bouchabou était comme cela, ils se sont battus. Mais quand ils se sont battus, ils ont trouvé quel compromis? Parce que dans le monde, on a soit un État unitaire, soit un État fédéral. Or, notre constitution a dit c'était un État uni. Ça n'existe pas au monde. C'est quoi un État uni? C'est compliqué. Alors, donc, sur le plan national, vous avez le régime semi-présidentiel. Dans nos provinces, vous avez un régime parlementaire. Voilà. Donc, quand nous allons maintenant changer les régimes, pour dire que nous changeons les régimes du semi-présidentiel, pour aller au présidentiel que je prône. Parce que le régime présidentiel, ce n'est pas qu'il n'y a pas collaboration de pouvoir, mais on n'est pas dans des concertations où on a un serpent à double tête. Ça, c'est pour ça que nous voulons le régime présidentiel. Mais on va vous dire, mais les régimes présidentiels, on les a connus sous la Deuxième République et ça nous a conduit à la dictature. Non. C'est vrai qu'on a dit que la Deuxième République, c'était la dictature. Mais ce n'était pas un problème des régimes. Parce que la dictature, qui a imposé la dictature? C'est l'homme. Non seulement l'homme et les Occidentaux. Bien sûr. Parce qu'ils avaient besoin d'un pouvoir fort, et lequel pouvoir pour maintenir le pays pendant la période de la guerre froide, n'est-ce pas? Mais quand la guerre froide est terminée, et même vous ont dit, parce qu'ils n'avaient plus besoin de pouvoir fort, qu'ils appelaient dictature, ils ont dit maintenant, nous les chassons. Et vous êtes restés dans les traumatismes de penser que le régime présidentiel veut dire dictature. Non. Très bien. L'Amérique n'est pas un État dictatorial. Et donc, les changements de régime politique entraînent nécessairement le changement de la Constitution. Forme de l'État. Nous avons une forme indéfinie. Oui. Qui est un monstre, comme je vous ai dit là. On nous dit que nous sommes dans un État fortement décentralisé. Mais dans un État décentralisé, le gouverneur ne peut pas être révoqué par le chef de l'État. On va vous dire que le chef de l'État peut révoquer le gouverneur en cas de crise persistante. C'est quoi une crise persistante? Qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire crise persistante? Donc il faut que les gens se tuent peut-être. C'est ça la crise présidente. Là c'est compliqué. Bon, vous allez dire, j'en ai peut-être fini par là, vous prenez l'article 91 ou 90, c'est 90, que dans la formation du gouvernement, l'État doit tenir compte de la représentation nationale. Le gouvernement. Le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres, de vice-ministres, et le cas échéant, des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement. Je crois que ça doit être 91. Qui a 91, je venais de lire il y a peu, non?
pour dire qu'on doit tenir compte de la représentation nationale. La composition du gouvernement tient compte de la représentation nationale. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. On s'arrête là. Ça veut dire quoi, représentativité nationale? C'est un mot non juridique, c'est un mot non constitutionnel, c'est un mot qui ne veut rien dire. Parce que en démocratie, pour qu'on puisse dire que vous représentez la nation, il faut que vous soyez élu. Majoritairement. Ok? Oui. Et dans la nation, il n'y a que des députés qui représentent la nation. Et on ne représente une nation qui est par voie d'élection. Ok? Mais là, on dit on doit tenir compte des représentations nationales. Ça veut dire, quand vous composez les gouvernements, vous regardez ce qu'ils appellent la torche géopolitique. Pendant que les autres, quand ils disent géopolitique, ils regardent le commerce international, comment on contrôle la planète. Nous, on doit regarder, est-ce que les gens de Maniama sont là? Est-ce que les gens de Bas-Congo sont combien? Est-ce que les gens, comme les reproches qu'on fait, par exemple, au président de la Cour constitutionnelle, dit, mais on va regarder, il est dans le même espace linguistique que les chefs de l'État. Ça nous amène à quoi? Au lieu de regarder les compétences de gens. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, si parlant de ça, par rapport à la justice que nous voulons, vous avez vu que notre procureur général, M. Lusamba, a été réhabilité. Le procureur général après cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Voyez-vous, parce que bon, il a été trouvé juste dans les actes qu'il a posés, on l'a réhabilité. Mais dans les réseaux sociaux, directement, on a dit Moulouba, ceci. Et j'ai fait un débat avec un défenseur du non au changement de la Constitution qui s'est permis de dire, vous avez les images, de dire que les Kassaïens qui sont à l'Équateur sont minoritaires. Comment on peut être minoritaire sur son propre territoire? Ça, c'est l'interprétation des choses. Donc voilà. Là, j'étais en train de vous démontrer que cette disposition de représentation nationale favorise les tribalismes, alors que dans la Constitution, on a interdit les tribalismes. Donc, comment on peut dire tenir compte des représentations nationales? Ça veut dire quoi, représentation nationale, dans la composition du gouvernement? Quand on est ministre de la nation, du gouvernement, mais on n'est pas ministre de son coin. Je vous pose la dernière question. Vous avez parlé, vous avez recadré certaines opinions, certains points de vue. Vous avez regardé beaucoup de gens, vous avez éclairé l'opinion, vous nous avez enseigné et ça nous fait du bien. Merci de le faire. Et au-delà de tout, vous avez aussi défendu le président Tshisekedi, monsieur ou maître Oscar Moubiaï. En tout, qu'est-ce que vous soutenez? C'est quoi votre point de vue personnel, sans répondre quelqu'un, sans vouloir chercher à éclairer encore les idées d'une personne ou d'une autre? En une minute. Moi, Maître Moubiaï, qu'est-ce que je veux? Moi, Maître Moubiaï, je veux le bonheur de mon peuple. Vous fixez la caméra, c'est mieux. Oui. Allez-y, allez-y. Moi, Maître Moubiaï, qu'est-ce que je veux? Moi, Maître Moubiaï, après plus de 20 ans de vie à l'extérieur du pays, précisément en France, je suis revenu dans mon pays. Je veux le bonheur de mon peuple, puisque j'ai constaté qu'ici, l'on promet au peuple un bonheur pour le lendemain meilleur, alors qu'il vit aujourd'hui dans la misère la plus totale. Et pour qu'on y arrive, il faudra que nous ayons des institutions capables d'apporter au peuple le bonheur et donc l'intérêt général. Et cela ne peut que passer nécessairement par le changement de la Constitution. Quand vous regardez cette Constitution, n'eût été la sagesse du président Tshisekedi, nous serons déjà en crise avec FCC Cash. Lui-même s'en est plaint pour constituer un gouvernement. Il faut attendre 2-3 mois. Ce sont des réalités liées à cette constitution qui est une constitution malade, frappée d'une maladie incurable, congénitale. Et donc, moi, Maître Moubiaï, je prends le changement de la constitution
et je prône l'entrée dans la 4e République et qu'il y a, pour l'instant, l'homme capable de nous faire entrer dans la 4e République. C'est M. Tshisekedi qui est au pouvoir actuellement. Parce que s'il nous laisse avec cette conscience malade, je crois que l'avenir du pays sera totalement compromis. Et merci. Comme je vous ai dit, chaque nation a eu ses grands hommes. Nous avons eu des De Gaulle. Et aujourd'hui, faisons que demain, nos enfants puissent dire nous avons eu des Tshisekedi. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, continue toujours Nakosala Moussala Malamu. Il était sur terrain. Voici ce qui s'est passé comme résultat. Nous sommes au niveau, il y a parquet général près la Cour de cassation, na Cour de cassation. Mais je commence avec le procureur général près la Cour de cassation. Ok, bon comprendre. Kibala Jansi, c'est parti. Sanctions sévères contre le procureur Jean-Jacques Mouteba Ntambwe de Kalamu pour une libération suspecte. Le procureur Jean-Jacques Mouteba Ntambwe dans le collimateur, action disciplinaire et pénale enclenchée. Laxisme judiciaire ou négligence coupable, Firmin Vondé Mambou frappe fort pour éviter toute récidive. Une décision majeure vient d'être annoncée ce lundi par Firmin Vondé Mambou, procureur général près la Cour de cassation, rapporte un document de sa cellule de communication parvenu en début d'après-midi à votre chaîne Tangwe Koki RDC. Suite à la libération controversée d'un prévenu accusé d'homicide par l'office du parquet de Kalamu, rapporte la cellule de communication, une double procédure disciplinaire et pénale a été ouverte à l'encontre du procureur de la République Jean-Jacques Mouteba Ntambwe, ainsi que du magistrat instructeur responsable du dossier. Une intervention rapide face à des faits graves. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, n'a pas attendu pour réagir à cette affaire qui a provoqué l'indignation. Après avoir été alerté dimanche, il s'est rendu de ce lundi matin au parquet de Kalamu pour évaluer la situation sur le terrain. Les faits étaient d'une gravité telle que Akokaki Kovanda Esika Mokote, conditions de détention désastreuses, une part de responsabilité partagée. Lors de sa visite, le procureur général a également constaté des conditions de détention déplorables. Des sanctions exemplaires annoncées face à la gravité de la situation, des mesures immédiates ont été prises. Suivant le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou. Et j'avais déjà correspondu avec votre procureur général. Et dès hier, j'avais programmé d'arriver ici pour le cas qui a été de manière virale répandu sur les réseaux sociaux, en ce que votre office a libéré un monsieur poursuivi ou à la base de la mort d'une personne, d'une dame. Les faits m'ont paru tellement graves que j'ai dû faire le déplacement avec le procureur général dans ma suite. Et j'ai commencé en arrivant ici par le cachot, où j'ai dû me rendre compte d'un débordement, parlons de cas de débordement par rapport au local lui-même et au nombre qui y est. Et naturellement, cela fait suite au fait que la République, le gouvernement ne nous donne pas de maison d'arrêt où mettre nos prévenus. Nous les magistrats, nous ne pouvons pas être à la base d'une société sans prison. Et la majorité des personnes arrêtées, je viens de faire le tour, sont poursuivies soit pour des faits de vol qualifiés, des viols, l'association des malfaiteurs ou Kuluna. On ne peut pas les renvoyer dans la rue. Bon, là sont des questions transversales et nous aurons à en parler avec le pouvoir exécutif. En ce qui me concerne, les faits pour lesquels je suis arrivé ici me semblent tellement graves, tels qu'ils ont été racontés sur les réseaux, que je viens d'instruire le procureur général
d'ouvrir une action disciplinaire, doublée d'une action pénale à l'endroit du procureur de la République, de votre office, et à l'endroit du magistrat instructeur. J'ai déjà quelques faits, puisque je viens de consulter le dossier, mais ce sera au terme de l'instruction qui va suivre que nous vous donnerons les conclusions par rapport au dossier et aux faits tels que comptés sur les réseaux. Je voudrais vous rappeler qu'au dernier... Voilà, mes chères dames, chers compatriotes, là nous venons de suivre Moussala, au firmin vont de Mamboyou, Moussala, Moukola Lelo, na Kalamu.